Posez-vous une seconde et réfléchissez bien à ceci. Vous attendez la fin de l'hiver depuis des mois, et soudain, un magnifique week-end de mars pointe le bout de son nez. Le ciel est bleu, le soleil brille, il fait bon. Vous vous dites naturellement que c'est le moment parfait pour aller au bord de l'eau, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire une vérité qui fâche. Ce magnifique soleil que vous aimez tant est en fait votre pire ennemi. C'est l'explication numéro 1 qui fait que vous rentrez à la maison bredouille et frustré. Aujourd'hui, on va briser un des plus vieux mythes de notre passion. On va voir ensemble pourquoi ces journées parfaites sur le papier sont un véritable cauchemar sous la surface. Et surtout, comment vous devez totalement changer votre approche pour espérer déclencher une touche. Si vous pensiez que le beau temps donnait fin aux poissons, préparez-vous à un gros choc. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, combien de fois avez-vous fait des capots mémorables alors qu'il faisait un temps radieux? C'est une situation que l'on connaît absolument tous. Depuis la nuit des temps, ou du moins depuis que nos grands-pères nous ont emmenés pêcher pour la première fois, on associe le beau temps à une bonne journée de pêche. On sort d'un hiver long, triste et froid. Notre cerveau reptilien cherche la chaleur et la lumière. Alors, quand Mars nous offre ses premiers rayons généreux, les berges se remplissent de pêcheurs pleins d'espoir. On agit tous de la même manière parce qu'on juge la situation depuis notre point de vue d'être humain. On a chaud avec notre veste au soleil, donc on se persuade que l'eau se réchauffe aussi et que la vie aquatique explose. C'est une habitude tellement ancrée en nous qu'on la répète année après année, sans même se remettre en question quand les résultats ne sont pas là. On blâme le matériel, on blâme la malchance, on dit qu'il n'y a plus de poissons dans le lac. Mais on oublie de regarder le vrai coupable qui brille juste au-dessus de nos têtes. Il est temps de comprendre ce qui se passe réellement dans l'eau pendant ces premiers jours de beau temps. Vous vous réveillez un samedi matin, vous ouvrez les volets, et là, c'est le choc parfait. Un ciel bleu-azur magnifique, pas un seul nuage à l'horizon, et surtout, ce fameux soleil radieux qui vient taper contre la vitre de votre chambre. Après des mois d'hiver passés à déprimer devant la télévision ou à ranger vos boîtes de pêche pour la 10e fois, votre sang ne fait qu'un tour. Vous vous dites que c'est enfin le grand jour. Vous enfilez votre veste, vous chargez le matériel dans la voiture à une vitesse folle et vous roulez vers votre coin préféré avec un grand sourire. C'est humain, on fait tous exactement la même erreur d'appréciation. On associe notre propre confort thermique à l'appétit des poissons. Vous arrivez sur la berge, vous sentez les rayons du soleil chauffer votre visage et vous êtes persuadé que sous la surface, c'est la grande fête. Vous imaginez que les poissons sont aussi heureux que vous de voir la fin de l'hiver arriver. Vous faites votre premier lancer dans le calme absolu du matin, plein d'espoir. Mais voilà, 1 heure passe, puis 2 heures, puis 3 heures de silence total. Le soleil est de plus en plus chaud, vous tombez même la veste, mais rien ne se passe. Pourquoi ce scénario catastrophe se répète-t-il chaque année pour des milliers de passionnés? Tout simplement parce que l'air et l'eau sont 2 mondes complètement différents. Le grand mythe de l'eau qui se réchauffe instantanément est sans doute l'erreur la plus répandue chez les pêcheurs en début de saison. On a l'impression que parce qu'il fait 15 degrés dans l'air à midi, l'eau va devenir un véritable jacuzzi. C'est physiquement faux et c'est là que le piège se referme sur vous. L'eau possède ce que l'on appelle une inertie thermique très importante. Cela signifie qu'il faut énormément d'énergie et surtout énormément de temps pour que la température de l'eau monte de ne serait-ce qu'un seul petit degré. Pendant que vous transpirez sur la berge, l'eau de votre lac ou de votre rivière est probablement encore bloquée à 6 ou 7 degrés. Ce soleil de Mars frappe la surface, c'est vrai, mais ses rayons ne pénètrent pas en profondeur de manière assez efficace pour réchauffer toute la masse d'eau en quelques heures. Au mieux,
vous aurez les 5 premiers centimètres de la surface qui gagneront un demi-degré en fin d'après-midi. Donc, votre terrain de jeu reste un environnement glacial, digne du mois de janvier, même s'il fait un temps de rêve pour pique-niquer. Le poisson s'en fiche complètement de la météo qu'il fait dans l'air. Il ne réagit qu'à l'environnement froid dans lequel il baigne. Pour bien comprendre pourquoi vos cannes restent muettes, il faut se mettre à la place du poisson et comprendre son métabolisme. Contrairement à nous qui sommes des animaux à sang chaud capables de réguler notre température, les poissons sont des animaux à sang froid. Leur température corporelle est exactement la même que celle de l'eau qui les entoure. Dans une eau à 7 degrés, un poisson vit au ralenti. Son cœur bat moins vite, sa digestion prend des jours au lieu de quelques heures, et surtout, ses besoins en énergie sont extrêmement faibles. Il n'a absolument aucune raison de se mettre à courir partout ou de chasser de grosses proies. Alors, quand ce grand soleil de Mars apparaît soudainement, il ne réveille pas le poisson par magie. Au contraire, cette clarté intense et brutale a plutôt tendance à le coller au fond de l'eau. Imaginez que l'on vous réveille en plein milieu de la nuit en allumant un énorme projecteur directement dans vos yeux, alors que vous êtes engourdi par le froid. Votre premier réflexe ne sera pas d'aller courir un marathon ou de manger un repas de fête. Vous allez fermer les yeux et chercher à vous cacher sous les couvertures. C'est exactement ce que font nos partenaires de jeux aquatiques. Parlons maintenant d'un ennemi invisible mais redoutable qui accompagne presque toujours ce fameux ciel bleu sans nuages de la fin de l'hiver. Je veux parler de la pression atmosphérique. Pour avoir un beau soleil radieux en mars, il faut généralement qu'un anticyclone soit installé au-dessus de nos têtes. Et qui dit anticyclone dit haute pression atmosphérique. Souvent, les baromètres s'envolent au-dessus des 1020 ou 1025 hectopascales. Si cela nous garantit un temps sec et agréable, c'est une véritable punition pour le poisson. La vessie natatoire des poissons, qui est cet organe rempli de gaz qui leur permet de gérer leur flottabilité, est extrêmement sensible aux variations de pression. Une pression très haute a pour effet de compresser cette vessie. Pour compenser cet inconfort physique qui peut même devenir douloureux, les poissons sont obligés de descendre plus profondément dans la couche d'eau et de se coller littéralement sur le substrat. Ils deviennent apathiques, lourds et complètement désintéressés par la nourriture. Vous lancez vos plus beaux montages en pensant qu'ils sont en pleine activité, alors qu'ils sont en fait en train de subir de plein fouet une lourdeur physique qui leur coupe totalement l'appétit. Il y a un autre aspect dramatique que l'on oublie souvent avec ce soleil éclatant, c'est la clarté de l'eau. À la sortie de l'hiver, et avant que les grandes pluies printanières ne viennent teinter les rivières, l'eau est souvent d'une transparence cristalline. Les sédiments sont retombés au fond pendant les mois calmes de l'hiver. Ajoutez à cela un soleil perçant qui illumine le moindre recoin du fond du lac, et vous obtenez un environnement où le poisson voit absolument tout ce qui se passe à 20 mètres à la ronde. Dans ces conditions de visibilité maximale, la moindre erreur de votre part est sanctionnée immédiatement. Votre gros fil de pêche qui brillait au soleil devient aussi visible qu'un câble de téléphone. Ce magnifique leurre fluo que vous venez d'acheter et que vous trouvez superbe devient une anomalie agressive qui effraie les prédateurs au lieu de les attirer. Le poisson qui a passé des mois dans la pénombre se retrouve soudainement exposé à une lumière intense. Son instinct de survie prend le dessus sur son instinct de chasse. S'il sort de sa cachette dans cette eau claire et surilluminée, il sait qu'il devient une cible facile pour les oiseaux ou les plus gros prédateurs. La lumière devient alors un mur invisible. Et puis, il y a le problème majeur de votre propre présence sur la berge. C'est un détail qui ruine des centaines de sessions de pêche chaque jour de beau temps. Quand le soleil est fort et souvent assez bas sur l'horizon en ce début de printemps, il projette des ombres très longues. Si vous avez le soleil dans le dos pour mieux voir vos bouchons ou la trajectoire de vos lancers,
votre propre ombre, gigantesque, vient balayer la surface de l'eau juste devant vous. Sans parler de l'ombre de votre canne à pêche qui s'agite à chaque animation. Pour un poisson méfiant, habitué au calme absolu, le passage soudain d'une grande masse sombre au-dessus de sa tête déclenche un signal d'alarme immédiat. C'est le réflexe ancré en lui contre les prédateurs aériens comme les cormorans ou les hérons. En bougeant sur la rive, en gesticulant ou simplement en vous tenant debout bien droit au bord de l'eau, vous prévenez tous les poissons du secteur que le danger est là. Les vieux pêcheurs disaient toujours qu'il faut se fondre dans le paysage. Avec un grand soleil dans le dos sur une eau transparente, vous faites exactement l'inverse. Vous devenez un épouvantail géant qui vide le poste avant même que votre appât n'ait touché la surface de l'eau. Un autre fléau qui accompagne souvent ces belles journées ensoleillées, c'est l'absence totale de vent. On adore ça, c'est vrai. Quel bonheur de ne pas avoir froid aux mains et de voir la surface de l'eau lisse comme un miroir parfait. C'est magnifique pour prendre des photos pour vos réseaux sociaux, mais c'est une véritable catastrophe tactique pour la pêche. La surface de l'eau agit exactement comme une loupe et un miroir géant. Sans la moindre petite vague pour casser la pénétration de la lumière, l'effet d'éblouissement sous l'eau est à son maximum. De plus, une eau calme signifie qu'il n'y a pas de courant de surface pour mélanger les couches thermiques ou pour pousser la nourriture naturelle vers une berge en particulier. C'est le calme plat dans l'air et c'est le calme plat sous la surface. Le manque de vent signifie également un manque d'oxygénation de la couche supérieure. Les poissons perdent le peu de motivation qu'ils auraient pu avoir. Si vous lancez un leurre sur une eau miroir, l'impact retentit comme un boulet de canon. Chaque vibration de votre fil est amplifiée. Dans ces conditions d'immobilité totale, réussir à tromper la méfiance d'un vieux poisson relève presque de la mission impossible. Alors, où se cache-t-il vraiment pendant ces fameuses journées radieuses? Certainement pas là où vous avez envie de pêcher. La tentation est grande de peigner les bordures peu profondes en espérant qu'ils soient venus se réchauffer. Mais rappelez-vous, en début de matinée, ces zones peu profondes sont encore glaciales à cause de la nuit qui vient de s'écouler. Les poissons fuient littéralement la lumière directe et cherchent le confort thermique et la sécurité. Ils vont se regrouper dans les fosses, dans les zones les plus profondes du plan d'eau, où la température reste stable, même si elle est basse. Ils vont également s'enfoncer au cœur des obstacles les plus denses. Un arbre mort immergé, une cassure abrupte à l'ombre d'une falaise, ou un ponton sombre deviendront de véritables forteresses inaccessibles. Ils s'y collent et ne bougent plus d'1 millimètre. Ils n'ont pas faim, ils ont juste envie qu'on les laisse tranquilles. Si vous passez votre matinée à ratisser les grandes étendues d'eau ouvertes et illuminées, vous pêchez littéralement dans le désert. Vous avez beau changer de technique, si vous pêchez là où le poisson refuse d'aller à cause de l'inconfort lumineux, le résultat restera un échec cuisant. Mais attendez, il y a parfois une exception trompeuse qui vous pousse à persévérer dans l'erreur. Parfois, en plein milieu de l'après-midi, sous l'effet du soleil, vous allez voir des boules de petits poissons blancs remonter tout doucement vers la surface. Les ablettes ou les petits gardons viennent chercher les quelques dixièmes de degré gagnés sur les premiers centimètres d'eau. C'est un spectacle qui donne de l'espoir. Vous vous dites que si la manche s'active en surface, les gros prédateurs comme les brochets vont forcément monter pour chasser. Et là, vous sortez vos leurres de surface ou vos poissons nageurs peu plongeants, en priant pour une attaque visuelle. Malheureusement, c'est souvent un piège de plus. Les petits poissons montent parce que leur petite masse corporelle leur permet de supporter ce changement rapide. Mais les gros carnassiers, lourds et léthargiques, restent cloués au fond. Ils savent qu'ils dépenseront beaucoup trop d'énergie à monter chasser dans la pleine lumière
alors que leur corps est encore engourdi par l'eau froide des profondeurs. Il y a donc une véritable fracture dans la chaîne alimentaire. Les proies sont en haut, les prédateurs sont en bas, et vous pêchez entre les deux dans le vide absolu. C'est pour cela que la notion de timing devient votre seule planche de salut si vous tenez absolument à pêcher un jour de grand soleil en mars. Oubliez le fameux coup du matin qui fait tant rêver. À 7 heures ou 8 heures du matin, après une nuit de début mars souvent proche de 0 degré, l'eau est à son point le plus froid de la journée. Les poissons sont totalement inactifs. Le vrai moment stratégique de cette journée ensoleillée, c'est la fin de l'après-midi. Il faut attendre que le soleil ait eu le temps de taper pendant 8 ou 10 heures consécutives sur la même zone. C'est seulement vers 16 ou 17 heures que l'accumulation de lumière va enfin créer une très légère zone de confort thermique sur certains secteurs bien précis. À ce moment précis, et souvent juste avant que le soleil ne commence à descendre et que la lumière ne baisse en intensité, il peut se créer ce que l'on appelle une fenêtre d'activité. Une période très courte, parfois de 30 minutes ou d'1 heure maximum, où les poissons vont soudainement se mettre en mouvement pour chercher une proie facile avant la tombée de la nuit. C'est l'erreur classique du pêcheur impatient qui plie bagage à 15 heures, alors que tout allait se jouer juste après. Pour faire face à ces conditions lumineuses extrêmes, la première règle d'or est de revoir totalement votre façon de choisir les couleurs de vos appâts ou de vos leurres. Rangez immédiatement tout ce qui est jaune fluo, rose pétard ou vert pomme. Dans une eau claire et sous un soleil écrasant, ces couleurs que l'on utilise souvent l'hiver dans les eaux troubles deviennent totalement contre-productives. Elles crient au mensonge et effraient un poisson déjà sur la défensive. Vous devez revenir aux fondamentaux et jouer la carte du réalisme absolu. Privilégiez les couleurs naturelles qui imitent à la perfection les proies locales. Des teintes marron, vert olive, gris clair ou transparent. Si vous pêchez au leurre, optez pour des modèles translucides qui laissent passer la lumière plutôt que des couleurs opaques, qui créent une silhouette trop dure. Les reflets métalliques peuvent être bons, mais attention à ce qu'ils ne soient pas trop violents. Un éclat argenté discret suffira à imiter une écaille qui brille au soleil sans pour autant éblouir le carnassier. L'idée est de proposer quelque chose qui se fond naturellement dans cet environnement hyper éclairé pour ne pas éveiller les soupçons d'un poisson qui a le temps de tout analyser. Ensuite, il va falloir faire un énorme effort sur la taille de ce que vous proposez. Quand un poisson a le métabolisme ralenti par une eau à 7 ou 8 degrés, il calcule instinctivement le rapport entre l'énergie qu'il va dépenser pour attraper une proie et l'énergie que cette proie va lui rapporter. Sous un soleil de mars où il subit la pression atmosphérique, il ne bougera jamais pour un repas énorme qui lui demanderait un effort violent. C'est le moment précis où vous devez réduire la taille de vos montages de manière drastique. C'est vrai pour la pêche au cou avec des hameçons minuscules et un seul asticot. C'est vrai pour le carpiste qui doit passer sur de toutes petites bouillettes ou de simples grains de maïs équilibrés. Et c'est encore plus vrai pour le pêcheur de carnassier. Si vous pêchiez avec des leurres de 15 cm, passez à des leurres de 7 ou 10 cm. Cette réduction de taille permet d'offrir une proie qui ressemble à une bouchée facile, presque morte, qu'il suffit d'aspirer sans effort. En diminuant la taille, vous baissez aussi le volume d'eau déplacé par votre montage, ce qui rend votre approche beaucoup moins agressive et beaucoup plus naturelle pour un poisson méfiant. Mais la vraie clé du succès dans ces journées cauchemardesques, c'est la vitesse. Ou plutôt, l'absence de vitesse. Vous devez pêcher avec une lenteur extrême, une lenteur qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. On l'a vu, le poisson vit au ralenti. Si votre présentation passe à toute vitesse devant lui, il la regardera passer sans même esquisser un battement de nageoire. Il sait qu'il n'a pas l'énergie pour la rattraper. Vous devez animer vos montages comme si vous aviez tout votre temps.
Laissez vos leurres reposer au fond sur le substrat pendant 5, 10, voire 15 longues secondes sans bouger. Laissez la petite brise ou le courant faire le travail à votre place. Faites des micro-sauts sur place plutôt que de grandes tirées. Pour les pêcheurs posés, cela veut dire accepter d'attendre très longtemps sans relever les lignes pour vérifier les appâts. Le poisson va venir observer votre montage, tourner autour, réfléchir. Il a toute la lumière du soleil pour examiner votre piège sous tous les angles. S'il voit un mouvement brusque ou anormal, il fera demi-tour sur le champ. Vous devez presque pêcher de manière ennuyeuse. C'est difficile psychologiquement quand il fait beau et qu'on a envie d'être actif, mais c'est le seul moyen de réussir. Mettons-nous un instant à la place du carpiste qui s'installe pour le week-end avec ses batteries de cannes. La scène est classique, la tente est ouverte, le pêcheur est assis sur son fauteuil en t-shirt, à profiter d'un bain de soleil en buvant un café. Ses montages sont déposés méticuleusement sur les zones habituelles de son lac préféré. Mais les détecteurs de touches restent dramatiquement silencieux pendant 48 heures. Pourquoi? Parce qu'en mars, avec des nuits encore très froides et des journées très ensoleillées, l'eau subit un phénomène de stratification thermique invisible mais redoutable. Les couches d'eau ne se mélangent pas. Les carpes vont chercher la thermocline, cette fine zone d'eau où la température est la plus douce et la plus stable. Souvent, elles se tiennent entre deux eaux, flottant littéralement dans une couche de confort, totalement inactive, et le nez tourné vers la surface pour capter un peu de lumière. Pendant ce temps, les montages parfaits de notre pêcheur reposent lourdement sur le fond, dans la couche d'eau la plus glaciale et la moins oxygénée. Il peut bien bronzer sur la berge tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut pêcher décollé ou aux Y dans ces conditions. Il rentrera chez lui sans avoir entendu le moindre bip. Pour le pêcheur de carnassiers en mouvement, le piège psychologique est tout aussi cruel. Avec ce beau soleil, la motivation est à 100%. On marche des kilomètres le long de la rivière. On multiplie les lancers frénétiques sur tous les postes magnifiques que l'on rencontre. On bat du terrain en espérant trouver le poisson actif. C'est une stratégie de prospection qui fonctionne très bien à l'automne ou à la fin du printemps. Mais sous ce terrible soleil de mars, c'est l'épuisement garanti pour zéro résultat. Le poisson ne chasse pas en pleine eau. Il est posté très précisément dans l'ombre et le confort. La véritable stratégie consiste à faire l'inverse. Choisir un ou deux postes très marqués, très encombrés, et s'y acharner méthodiquement. Vous trouvez un vieil arbre tombé dans l'eau avec une zone d'ombre profonde. Ne lancez pas 2 fois pour passer au poste suivant. Lancez 20 fois, 30 fois s'il le faut. Variez légèrement l'angle. Attendez que votre leurre descende au ras des branches. Tapez le fond. Insistez. Il faut parfois énerver un poisson inactif pendant de longues minutes ou lui passer la proie exactement sous le nez à plusieurs reprises pour déclencher une touche réflexe par pur agacement. C'est difficile à accepter, mais il faut briser cette vieille croyance qui nous a été transmise. Les plus belles journées pour l'homme sont souvent les pires pour la pêche de début de saison. Posez la question aux pêcheurs les plus expérimentés que vous connaissez. Ils vous le diront tous. Les journées les plus productives en mars sont généralement ces journées grises, nuageuses, avec une pluie fine et pénétrante, et un vent du sud ou de l'ouest qui vient froisser la surface de l'eau. Ces conditions que l'on trouve moches et désagréables sont celles qui stabilisent la pression atmosphérique, qui cassent la lumière éblouissante et qui réchauffent réellement et uniformément l'eau par le mélange des vents et de la pluie douce. La couverture nuageuse agit comme une couverture de survie qui empêche la chaleur de s'échapper pendant la nuit et sécurise le poisson pendant le jour. C'est tout le paradoxe de notre passion. Pour prendre du poisson en début d'année, il faut souvent accepter de souffrir dans le vent et l'humidité et accepter que ce beau ciel bleu de carte postale est en réalité un mur de difficultés
qu'il va falloir contourner avec beaucoup d'intelligence tactique. N'oublions pas d'analyser ce qui s'est passé juste avant votre arrivée radieuse au bord de l'eau. Le ciel bleu dégagé que vous admirez en matinée signifie systématiquement qu'il n'y a eu aucun nuage pendant la nuit. Or, en mars, les nuages servent de couvercle pour retenir la chaleur terrestre. Une nuit étoilée et totalement claire est la garantie d'une nuit glaciale. Les températures de l'air sont souvent descendues sous le point de congélation. L'eau s'est donc considérablement refroidie en surface avant le lever du jour. Quand vous arrivez tout content à 9 heures du matin, vous faites face à un milieu aquatique qui vient de subir un choc thermique violent vers le bas. Les poissons ont dû réagir à cette baisse brutale en fuyant l'inconfort. Ils sont donc dans un état de léthargie maximale pour économiser leurs réserves. Votre beau soleil a beau chauffer vos épaules, il lui faudra des heures et des heures pour simplement compenser les pertes de la nuit dernière, avant de commencer à réchauffer quoi que ce soit. Comprendre le cycle des dernières 24 heures est essentiel pour arrêter de se faire avoir par l'illusion du moment présent. Alors, comment choisir la bonne zone de pêche si vous décidez d'affronter ces conditions difficiles? C'est là que l'orientation devient une question de vie ou de mort pour votre session. Au lieu de pêcher au hasard, vous devez chercher ce que l'on appelle les zones tampons. Cherchez systématiquement la rive nord ou nord-est de votre lac ou de votre rivière. Pourquoi? Parce que c'est la berge qui va recevoir le plus de soleil de manière constante pendant toute la journée. Elle est protégée des vents froids du nord et bénéficie de l'accumulation maximale de chaleur. Mais ce n'est pas tout. Vous devez chercher des fonds particuliers. Oubliez le sable clair ou les cailloux blancs qui réfléchissent la lumière sans l'absorber. Vous devez trouver des fonds sombres, de la vase foncée ou des herbiers en décomposition. Les couleurs sombres sous l'eau absorbent les infrarouges du soleil beaucoup plus rapidement et emmagasinent la chaleur. C'est sur ces petits périmètres, là où le fond boueux et sombre a été chauffé toute la journée sur une berge exposée, que la température de l'eau peut être supérieure de 1 ou 2 degrés par rapport au reste du lac. Et c'est là, en fin d'après-midi, que se trouvera toute la vie aquatique. Il faut aussi parler du jeu mental. Pêcher sous un grand soleil de mars demande une véritable force psychologique. Il y a une terrible dissonance entre ce que vous ressentez, de la joie, du bien-être, de l'optimisme, et la punition que vous inflige l'absence totale de touche. Beaucoup de pêcheurs finissent par craquer. Ils accélèrent leurs mouvements, ils changent de leurre toutes les 2 minutes, ils bâclent leur lancer, ou ils finissent simplement par s'asseoir et discuter avec les promeneurs en abandonnant l'idée de faire un poisson. C'est le moment de rester concentré. Acceptez que la journée va être dure. Acceptez que vous allez pêcher des heures dans le vide. Fixez-vous des petits objectifs. Réussir chaque approche, faire des posés discrets, maintenir une pêche d'une lenteur absolue, rester dans l'ombre autant que possible. La victoire dans ces conditions ne se mesure pas par la quantité de poissons sortis, mais par votre capacité à avoir déjoué les pires conditions atmosphériques de la saison. Prendre un seul beau poisson en mars, sous un grand ciel bleu et sans vent, c'est une véritable leçon de maître, bien plus gratifiante que de faire un carton un jour de pluie à l'automne. Pour résumer votre plan d'action de survie sous ce soleil trompeur. 1. Vous rangez les couleurs vives et vous sortez vos teintes les plus naturelles et transparentes pour déjouer la méfiance visuelle du poisson. 2. Vous diminuez drastiquement la taille de tout ce que vous mettez au bout de la ligne. 3. Vous ralentissez votre pêche jusqu'à la limite de l'ennui, en insistant très longuement sur les obstacles bien sombres et denses. 4. Vous faites très attention à vos propres déplacements. Vous portez des vêtements discrets et vous évitez absolument de projeter votre grande ombre sur la zone que vous comptez pêcher. 5. Vous ne perdez pas votre temps dans les eaux peu profondes le matin.
Vous attendez sagement la fameuse fenêtre d'activité de la fin d'après-midi sur les berges exposées au soleil, avec un fond sombre. En appliquant cette liste de vérification rigoureuse, vous allez arrêter de subir ces belles journées printanières. Vous transformerez une session vouée à l'échec total en une véritable opportunité de faire la différence là où 90% des autres pêcheurs rentreront bredouille en se plaignant du manque de poissons. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. La prochaine fois que vous ouvrirez vos volets en mars sur un grand ciel bleu avec un soleil radieux, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Vous comprendrez que ce n'est pas le moment de la facilité, mais bien le moment de sortir votre meilleur jeu tactique. Le grand retournement de situation, c'est que ce temps de rêve pour se promener est en réalité le scénario le plus difficile et le plus exigeant pour la pêche en début d'année. L'eau glaciale, la haute pression, la lumière aveuglante et l'apathie des poissons forment un mur invisible. Mais maintenant, vous avez les clés pour briser ce mur. Vous savez qu'en pêchant plus petit, beaucoup plus lentement, plus naturellement, et surtout en attendant la fin de journée sur des fonds sombres, vous pouvez sauver votre session et sortir le poisson dont tout le monde rêve. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a ouvert les yeux et va changer votre approche des premières pêches du printemps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains décryptages. Laissez un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, racontez-nous dans les commentaires. Allez-vous continuer à pêcher au soleil ou préférez-vous désormais attendre la pluie pour faire un carton?